Mesdames, Messieurs, nos partenaires financiers, chers collègues, chers amis, chères familles, quelque part, vous êtes toutes et toutes dans ce qui constitue nos mots de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises. Vous êtes nos parties prenantes de la déjà très longue histoire de notre entreprise qui fête avec vous ses 80 ans aujourd'hui. Alors merci à vous qui avez bravé les conditions invraisemblables de cette journée du 19. Alors pourquoi le 19 janvier? Moi j'adore les chiffres. Alors 19 c'est 1 plus 9 ça fait 10. 9 moins 1 ça fait 8. 8 par 10 ça fait 80 ans. Donc je me suis dit le 19 c'est le bon moment. Et pour une fois, ça n'était pas la très bonne intuition, mais vous êtes tous là et c'est le principal. Et je me dis que ceux qui sont là, ici et maintenant, avec nous, sont ceux qui comptent pour nous, aujourd'hui et surtout demain, parce qu'on va parler aussi beaucoup de demain. Nous naviguons dans des temps incertains. Et juste pour rappel, pour ceux qui sont passés et ont découvert ces magnifiques statues du général de Gaulle, eh bien, c'était quand même un homme qui avait une vision d'une France industrielle qui a fait le succès des années 50, des années 60, des années 70 de la France, alors que notre entreprise qui a vécu ces années de développement a vécu aussi les années de désindustrialisation, de globalisation. Et cette entreprise-là, elle a dû s'adapter. Nous avons demandé à un très grand artiste local, c'est bien de dire local maintenant dans un discours, un très grand artiste local, tourangeau, Michel Audiard, de nous faire l'honneur de sa présence aujourd'hui. Vous en avez découvert les œuvres et c'est lui qui est à l'origine de ces magiques de Gaulle, de participer à cette journée d'anniversaire. Monsieur Audiard, je ne sais plus où vous êtes, je vous ai croisé, merci. Merci à tous donc de nous avoir rejoints. Je sais que nous allons continuer ensemble à écrire cette histoire insolite, émouvante, attachante. En tout cas, une histoire qui m'attache à ces hommes et à ces femmes qui se sont réunis autour d'une entreprise, Poisson Packaging, une entreprise qui développe jour après jour ces talents nécessaires à nos territoires et qui méritent votre attachement. Alors on va lancer une vidéo que je remercie Julie Uris d'avoir préparé pour nous. Julie pour ce très beau montage. Je vais inviter Pascal Brulon à nous rejoindre et à animer ce moment pour nous. Merci Pascal. Merci Madame la Présidente. Ce montage de Julie Uris sur l'histoire est magnifique.
Mais ce qui est encore plus magnifique, c'est le tiré à part qui a été édité à l'occasion de ces 80 ans et que vous allez découvrir, je crois, dans un petit sac en partant aujourd'hui. Exactement. Un tiré à part qui fait le portrait notamment des personnes qui travaillent ici, qui racontent l'histoire, et où j'ai découvert que Posson Packaging avait démarré par l'écho républicain, d'une certaine manière, puisque c'était effectivement l'imprimeur de cet hebdo. Exactement. On a zappé quelque chose. Oui. Pascal, c'est quand même dommage. On a zappé, on a dû vous remettre des coupes de champagne. Je vois que devant, nous avons des amis qui n'ont pas reçu leur coupe de champagne. Je remercie aux personnes de service de les apporter. Et vous allez pouvoir quand même célébrer cette ouverture de cérémonie par une coupe de champagne que je vous invite à partager tout de suite. Alors vous avez découvert dans la vidéo il y a un instant deux directeurs délégués. On dit directeur, je suis désolé parce que c'est le français, alors que la première que je vais appeler, c'est une directrice, c'est Cécile Bodinier, directrice déléguée de Posson Packaging, et Laurent Dumaux. Merci de les applaudir tous les deux. Ce sont les intervenants de ce premier plateau. Il y aura 4 plateaux, le comité de direction, un autre plateau ensuite où on parlera d'international, parce que vous le savez, Posson Packaging rayonne à l'international et était fortement impliqué. Un troisième avec les institutionnels qui sont avec nous aujourd'hui et qui ont soutenu et qui continuent à soutenir l'entreprise. Et puis enfin un dernier sur une belle aventure humaine de gens jeunes, dynamiques, passionnés, surtout passionnant, vous allez voir, avec une histoire de route du Rhum absolument incroyable. Mais revenons à nos moutons, en l'occurrence Cécile Bodinier, bonjour. Bonjour. D'abord, Laurent Dumont, bonjour. Bonjour. Et revenons à l'essentiel. Vous l'avez dit il y a un instant, vous avez prononcé le mot de RSE. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la RSE, ici, chez Posson? Alors la RSE, pour moi, c'est le temps long. C'est la compréhension des actions qu'on engage pour le collectif. C'est surtout la transmission des valeurs. Ça fait 27 ans maintenant que j'ai rejoint l'entreprise Posson. Et depuis 27 ans, finalement, on n'a pas changé nos valeurs, celles qui ont fait le redressement de l'entreprise, son adhésion aux valeurs d'impact environnemental et notre engagement à éco-concevoir nos produits dans le juste besoin de nos clients, en respectant les normes réglementaires liées à l'environnement, liées au social, liées au sociétal. Nous en avons d'ailleurs fait notre raison d'être, qui est aujourd'hui, depuis cet été 2022, intégrée à nos statuts. Et c'est pour ça que vous voyez derrière moi que nous sommes devenus une entreprise à mission. C'est vraiment ma volonté, mon engagement et celui de notre comité de direction d'emmener nos collaborateurs dans le partage compris de ces valeurs. Alors ça paraît un peu compliqué, la RSE, et pourtant, Cécile Bodinier, d'une certaine manière, alors ça fait un certain temps que vous êtes ici, vous nous le direz, j'allais dire, vous en faites comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, quoi, depuis longtemps. Oui, ça fait 30 ans maintenant, aujourd'hui. On a tout d'abord mis en place les certifications qualité, ISO 9001, 14001 environnemental. OSAS 18001, c'est la santé et la sécurité des travailleurs. Et puis différents labels sur l'impression neutre. Donc tout ça, du multiréférentiel qui nous ont préparé l'entreprise à la RSE. Et ce qui est important dans la RSE, c'est aussi la transmission. Oui, on a maintenant, en tant que directrice de production, j'ai mis en place les formations, le transfert de savoir, l'intégration aussi de jeunes pour l'alternance, pour poursuivre vers le futur l'entreprise. Alors Laurent Dumont, vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici? J'allais dire, dites-nous 3 mots de votre parcours parce que c'est intéressant, et puis surtout les missions que vous avez développées. Oui, écoutez, Pascal, moi je suis arrivé donc, chez Posson en 2017, juillet 2017, pour reprendre le flambeau donc, initié par les équipes de Posson, et notamment à travers le travail de Cécile pour le déploiement des nouveaux référentiels. Et puis j'ai passé un petit peu de temps dans une des filiales
situé en Touraine, avant de rejoindre complètement en fait, à plein temps en fait, Posson en 2020, donc en tant que directeur général de la déléguée, et donc sur des axes notamment de ressources, gestion de ressources, hein, sont nombreux chez nous, techniques, financières, informatiques, voilà, donc, et donc participer aussi, alors à la fois donc en fait, à l'octroi en juin 2019 du label Vitrine industrielle du futur que l'on a rejoint, hein, qui nous a vraiment aidé dans cette mutation d'industrie la 4.0, de continuer aussi en fait la partie RSE, donc notamment à travers un label, hein, EcoVadis, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Donc, alors, vous êtes Gold aujourd'hui, je crois savoir que vous visez le Platinium, ni plus ni moins. Exactement, on se lance des petits défis en interne, donc la partie Platinium, donc qu'on espère en fin d'année, au mois de novembre. Et puis France Relance, j'en parle puisqu'on parle beaucoup d'investissement, vous en avez vu énormément aujourd'hui. Donc il faut savoir que Posson, depuis 2020, c'est 17 millions d'euros engagés en fait sur des investissements matériels, donc Cécile le reparlera après. Et puis donc du coup on a adhéré au plan France Relance qui nous soutient dans cette aventure. Donc voilà, donc merci notamment à tous les dispositifs existants et aux représentants de l'État. Alors nous sommes tous aujourd'hui là parce que ce sont les 80 ans et qu'à l'occasion des 80 ans vous avez mis les bouchées doubles sur tout en quelque sorte et vous avez lancé un truc incroyable, racontez-nous. Alors oui, parce que alors, je pense que vous êtes un petit peu au courant. C'est vrai que si j'avais un projet à retenir moi sur cette année, sur les 80 ans, c'est le projet en fait de Tech Care. On a fait un petit jeu de mots hein, sur le prendre soin et puis care ou car en voiture. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Toyota qui est notre partenaire en fait. Alors je pense qu'il y a Monsieur U qui doit être dans l'assemblée que j'ai vu ce matin. Merci à vous. Il est au fond. Voilà. Et puis voilà, et nos d'autres partenaires. Donc on a fait une petite vidéo. Je pense que voilà, c'est plutôt qu'un long discours. Rose, peut-être qu'on la regarde ensemble. Allons-y. Chez Posson, on lance une opération qui vient couronner un peu notre démarche RSE qu'on a initiée depuis des années, qui s'appelle Tech Care. Les trajets domicile-travail sont dans notre bilan carbone une des composantes. Et donc le moyen de le réduire, c'est de donner l'opportunité aux salariés d'acquérir un véhicule neuf, hybride. On a mis à disposition 65 véhicules pour ceux de nos salariés qui adhèrent au dispositif. Des véhicules de fonction en location longue durée, contrat d'entretien et assurance incluse. C'est un contrat tranquillité en même temps qu'un contrat sécurité. C'est très très intéressant. On lui propose un véhicule neuf, en fait, sur un contrat de 24 mois. On a à peu près un tiers donc, à la charge du salarié, les 2 tiers à la charge de l'entreprise. Le salarié sera accompagné sur un apprentissage, notamment sur les boîtes automatiques et sur les technologies hybrides, donc sur de l'éco-conduite. Dans le panel de véhicules, on a à peu près 80% qui sont des Yaris ou Yaris Cross, donc plutôt petite et moyenne citadine, et donc qui sont des véhicules fabriqués en France. J'ai un break, j'ai encore des enfants, donc j'ai besoin d'un coffre assez volumineux. J'ai choisi le Corolla. Belle journée en soi, dans le sens où je reçois ma voiture, en avance d'ailleurs en plus, donc c'est extra. Ouais. Je suis très contente. J'avais une voiture qui n'était pas très au top, donc c'est vraiment un très bon truc qui est arrivé chez Posson, d'avoir des Toyota. C'est une voiture neuve d'une part, et ensuite c'est une hybride. C'est très agréable, en plus boîte automatique, c'est vraiment tout bien équipé, bien, c'est vraiment tip-top. C'est la première fois que je conduis une voiture automatique, hybride. On m'a très bien expliqué, c'est super. C'est des belles voitures, le prix est intéressant, on n'a rien à faire. L'entretien est fait, pas d'assurance à payer, donc c'est quand même avantageux. C'est la société qui nous met à disposition les véhicules. J'en paye un tiers et l'entreprise 2 tiers. C'est vraiment une belle action de l'entreprise. On a eu aujourd'hui 60% de salariés qui ont en fait adhéré à ce projet sur cette première opération. On fête les 80 ans de l'entreprise, donc je suis très heureuse de partager ces 80 ans avec nos salariés en intégrant un dispositif original qui va leur permettre de ressentir concrètement leur attachement à l'entreprise Posson. J'allais vous inviter à applaudir, vous le faites naturellement. Ça y est, elles sont toutes livrées ? Elles sont toutes livrées, effectivement. Il en reste une ou deux, mais voilà, en tout cas, merci encore aux partenaires. Et puis merci aussi, merci Mme Cazenave, j'ai oublié de le dire, Monsieur Albert, parce qu'on parle de véhicules, on parle de matériel, mais d'assurance aussi. Derrière, il y a un contrat qu'on a mis en place. Donc merci Monsieur Albert, Alliance, que j'ai vu aussi ce matin. Merci à vous. Alors je disais des actions un peu pour les 80 ans, un peu partout. C'est le cas évidemment pour vous, Cécile Bodinier. Qu'est-ce qui s'est passé en production ? Nous, c'est l'industrie du futur qu'on a partagé avec vous aujourd'hui pendant la visite. Et voilà. Avec l'installation d'une presse aux 7.
La première machine que vous avez pu découvrir pendant la visite, avec l'inauguration. Nouvelle découpe, nouvelle onduleuse, nouvelle plieuse-colleuse, un nouveau robot de conditionnement qu'on a appelé Tetris. Et là, dernièrement, une presse à balles que nous sommes en finalisation d'installation. Alors, je crois que vous avez évoqué les systèmes d'information que vous avez également fait Alors là, évoluer. c'est sur la deuxième partie. On a amélioré nos systèmes d'information et intégré un CRM. C'est un logiciel qui nous permet de mieux enregistrer les besoins clients et mieux répondre. Et tout ça pour améliorer l'empreinte carbone, notamment ? Alors la productivité, l'empreinte carbone et une réduction énergétique estimée à 15%. Bien, ben maintenant c'est à la présidente de s'exprimer. Pour ces 80 ans, quel est le grand projet ? Parce qu'il y a un grand projet. Hein. Alors, il y a un grand projet qui nous occupe depuis quelques années, tellement il est complexe à mettre en œuvre. Je veux remercier particulièrement le SMAPAD et la communauté de communes et l'Ouaille, la maire de l'Ouaille, pour nous avoir suivis dans ce projet, puisqu'il a fallu qu'on repousse un peu la route derrière nous pour pouvoir effectivement intégrer une extension de 6000 m² de nos bâtiments qui vont nous permettre de réduire notre empreinte carbone d'un peu plus de 550 tonnes par an. Donc c'est considérable au regard des efforts qu'on déploie toujours sur ce sujet et améliorer notre service à nos clients en intégrant cette plateforme logistique. Je crois que... On va regarder les images ? Voilà, les images avec quelques explications sur cette extension des unités matières premières. Alors, pendant le déroulement de cette vidéo, je voulais remercier l'architecte Frédéric Audebar qui a repris ce projet avec beaucoup de talent et beaucoup d'ingéniosité. Je voulais aussi remercier le cabinet CMV, Philippe Morancet, qui me rappelait que dans les temps anciens, il avait déjà accompagné la société Poisson, route de Laval à Sablé, puis à Saint-Denis d'Anjou, sur ce projet-là. Donc merci Philippe de nous accompagner. Philippe qu'on a retrouvé d'ailleurs à un meeting de BPGO et c'est comme ça qu'on est repartis ensemble. Et Philippe, merci aussi de nous faire accompagner par tes collaborateurs qui assurent un très bon travail avec nos équipes, Aurélien Richard et Mathéo Martin. Nous poserons la première pierre lors des JPO qui auront lieu le 31 mars. Donc ce sera l'occasion de poser cette première pierre ensemble. Un grand merci aussi à 2 partenaires bancaires qui rentrent dans notre soutien financier. La Banque Postale, avec qui nous sommes complètement alignés au plan de développement de la marque RSE. Et puis Arkea, je vous remercie de votre présence, de votre soutien dans ce projet qui sera définitivement signé. C'est un scoop demain. Nous allons aussi, dans ce projet, intégrer des aménagements intérieurs. Nous sommes extrêmement sobres chez Poisson Packaging. On fait beaucoup avec des moyens bien calculés. Mais là, vraiment, on est trop à l'étroit dans nos bureaux.
Et donc, particulièrement, on a toujours eu un petit regret, c'est que nos visiteurs, nos clients, ne découvrent jamais l'usine quand ils viennent nous voir. On se rencontre dans une salle qui a vue sur l'extérieur, mais qui ne voit pas le travail de nos équipes. Et bien là, nous créons une salle exactement à l'endroit où vous vous situez là-bas, qui pourra plonger dans l'usine et comprendre un peu mieux la complexité des talents qu'on met en œuvre au sein de notre entreprise pour vous fournir vos produits au juste besoin et au juste moment. Et Dieu sait si l'usine est impressionnante hein, quand on la visite. Ces machines absolument énormes, splendides, et cette organisation particulièrement bien huilée. Allez, de nouveaux applaudissements pour les intervenants, les projets évidemment. On vous disait tout à l'heure en introduction que Posson Packaging était aussi une entreprise de stature internationale par les engagements qu'elle a dans des organismes divers. Madame la Présidente, le premier organisme, il s'agit de l'ECMA, E-C-M-A. Exactement. Alors, effectivement, merci de souligner ce point. Nous exportons très peu de notre production. En fait, nos clients sont bien souvent de grands exportateurs et donc par nos productions, nous suivons leur livraison à l'étranger, parfois même jusqu'au Japon, pour un des très grands producteurs locaux, d'ailleurs en plan agroalimentaire. Et nous avons néanmoins recherché à acquérir cette vision internationale que peuvent nous donner ces contacts. Et c'est le cas avec l'ECMA, dont j'accueille aujourd'hui Mike Turner. Donc Mike vient nous retrouver depuis Londres. Rien n'est impossible à un Anglais, c'est ce qu'on peut dire. Et je suis très heureuse, très honorée. Donc je vais te demander de dire un mot sur l'ECMA, si tu veux bien. Donc il est traduit, hein, Mike, et si tu veux bien nous traduire. Et on va avoir cette charmante personne qui nous rejoint bientôt au sein des équipes Posson. Rexam Abaji. Voilà, Rexam parle 5 langues, je crois. Peut-être même 6. 5, voilà. Donc, je vais laisser Mike intervenir. Perfect. OK, perfect. Je vais faire la traduction en français. Donc, Mike, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'ECMA au plan européen et ce que l'ECMA apporte aux entreprises européennes? OK, thank you, Sylvie, and congratulations on your Merci Sylvie et félicitations pour cet événement. It's fantastic to see so many people here C'est today. tellement impressionnant de voir une telle audience si grande. So our role in ECMA is to promote and defend the European carton board and folding carton industry. Le rôle essentiel de ECMA, c'est The European folding carton and carton board industry. c'est l'industrie de carton ondulé. Defend. Je peux prendre le relais? Oui. Mais, donc, le rôle de l'ECMA, c'est de promouvoir et de développer l'industrie du cartonnage en Europe. Voilà. So a lot of what we do is to represent the industry in Brussels. On représente l'industrie aussi au Bruxelles. And to make sure legislators and policymakers understand about our industry. Et on fait bien sûr, on met l'accent pour faire les gens comprendre et surtout les decision makers. Oui. Les decision makers pour leur éclairer et clarifier les lois, surtout par rapport à cette industrie. And that policy favors our industry.
Et cette politique, bien sûr, c'est en faveur de notre industrie. Okay, thank you so much, Mike. Thank you again for being here. Je vous remercie d'être ici, malgré toutes les difficultés que vous avez. I hope we meet up very soon. Lovely to see you all. Thank you so much. En Thank you. espoir Merci de vous d'applaudir. revoir encore une fois. Mike Turner. Alors, il y a un deuxième organisme auquel vous adhérez et où vous êtes franchement partie prenante, on peut le dire, c'est l'IPG. Alors, l'IPG, c'est un acronyme qui signifie International Packaging Group. C'est un groupe d'entreprises patrimoniales. Nous sommes environ 25 entreprises dans le monde entier. Ces entreprises représentent l'industrie de leur pays dans cette filière, c'est-à-dire que pour la France, il n'y a qu'une entreprise qui a été sollicitée, c'est la nôtre. Donc j'expliquais tout à l'heure, soyez fiers que après 80 ans d'histoire longue, chaotique, difficile, on est réussi au niveau de notre territoire à être remarqué pour nos capacités d'innovation, mais surtout de partage des données. Parce que c'est ce que nous faisons au sein de notre grande famille IPG. Nous partageons nos données techniques, nos données machines, nos données de productivité, nos données d'amélioration, et je veux accueillir la première femme nommée au comité technique international de l'IPG, qui est Sylvaine Duret, qui va me rejoindre sur scène. Sylvaine Duret de Poisson Packaging. De Poisson Packaging. Sylvaine Duret est notre directrice technique. Bravo Sylvaine. Et avec Sylvaine, nous allons célébrer la présence de Ed Zumbiel, qui est notre chairman, American chairman. Ed, I don't know where you are. Please come on the stage. And thank you to join us. Qui vient de Cincinnati. Et qui est venu hier de Cincinnati. Maybe you say a word, and we will translate if I understood what you are saying to us, because it's not always very easy. So, thank you. I need a translation. Yeah. I'm sorry, what was the question? Oh. My question was, maybe you, yes, I'm very happy you join us here in Poisson today. You fly yesterday from Cincinnati to Paris. No problems at all. No problem. Everything is doing perfect in France. No strike, nothing. No stress. Donc ce que je suis en train de dire pour ceux qui ne m'ont pas compris, c'est que Ed, avec beaucoup de candeur, a volé hier de Cincinnati à Paris. Ed ne rate jamais son objectif. Ed always focus on objective. You're always focused. Et il a rejoint Poisson hier après-midi avec la directrice exécutive de l'IPG, Ayata Wagner, qui vient de Suisse. Please, Ayata, could you come on the stage, please? Pour l'applaudir. Thank you so much, Ayatak, for joining us too. And it's a very great honor you give me to join our teams and to share this great party about our 80th birthday. Maybe you say one word, Ed. Yes, thank you. First of all, it's really a great honor for us to be here. It's great to have Poisson as a member of our group, but I would say we're not just a group that involves ourselves with industry, we're actually a family, and we count on companies like Poisson to give us guidance, leadership, especially around sustainability, reducing carbon footprints. And so the companies and the family members, we all learn from each other, we learn from our associates, and we are one big, happy international family, and I think our group really does set a very nice
example and a role model for others in the world where we all get along and help each other and find a lot of happiness. Thank you so thanks much. for having us. Thank you so much, Ed. Je vais traduire. Ed disait tout de suite que c'est un grand honneur pour lui de nous avoir rejoints aujourd'hui, que Posson est un membre très actif dans l'industrie du packaging, notamment autour de tous ces concepts de sustainability, c'est-à-dire recyclage, environnement, conscience environnementale, et que c'est un moment de plaisir pour lui. Peut-être j'ai oublié quelque chose, Sylvaine, mais je pense que j'ai résumé la pensée de Ed. Merci beaucoup. Et comme à l'IPG, nous avons une grande coutume. Chaque fois que nous réunissons des membres de l'IPG, on fait une photo de famille, puisque c'est une famille. C'est vraiment une famille, hein. On a les parents, les enfants, les grands-parents parfois. Eh bien, on va faire la photo. We're gonna to do the picture of our IPG family today together. So I will ask every single member, please, Désiré, come on. Please, Eric, I've seen Eric. I don't know where you are. Please, Alex, come on. Alors on a Eric Bacour qui vient de Valencia en Espagne, Désiré Keller qui vient de Zurich, Hans Christian Schur, c'est ça aussi? No, he could not join because of the strike. Il n'a pas pu joindre, on a certains. Mais on va faire la photo comme ça avec Sylvaine et on va s'applaudir très fort de participer à ce grand groupe. Merci à vous. Voilà, c'était l'instant international. Merci, mesdames, merci, messieurs, de votre présence. Et j'invite à monter sur scène, dans l'ordre, Nicolas Ledière, maire de Sablé-sur-Sarthe, Martine Kronkovic, maire de Loailles, et également présidente de la zone... Elle s'appelle comment, rappelez-moi? West Park. West Park, évidemment. Suis-je bête? Daniel Chevalier... conseillère départementale également, vice-présidente, comme Daniel Chevalier, vice-président du département et président de la communauté de communes. Et puis également Jean-Luc Catanzaro, qui lui est vice-président du conseil régional, plus précisément chargé, je crois, de la formation et de l'emploi, pour être complet. Bien. Madame, messieurs, merci d'être présents. On sait que les collectivités, et Madame Cazenave-Perret nous l'a dit il y a un instant, soutiennent sérieusement l'existence de Posson et son développement. Un mot de peut-être Monsieur le maire de Sablé pour commencer? Attendez, il vient de tomber en rade le micro. Madame Kronkovic, vous donnez le micro à Monsieur Ledière. Ouais, voilà, ça fonctionne. Juste un mot déjà de... Très heureux d'être ici pour fêter les 80 ans de cette magnifique entreprise qui a démarré à Sablé, qui est partie en Mayenne, qui est revenue ici sur Loailles, après le travail qui a été fait, Martine évidemment, qui est très active sur le SMAPAD, et puis Daniel, et puis la région. Et puis c'est une société qui doit nous inspirer, nous collectivités. Aujourd'hui, on doit avancer dans la même dynamique que ces entreprises qui sont sur notre territoire. Nous, les villes, c'est d'accompagner les nouveaux arrivants, c'est de développer l'habitat, c'est d'adapter les mobilités, c'est de renforcer notre tissu associatif, renforcer nos écoles. Donc toute cette dynamique qui est engagée aujourd'hui par les entreprises, à nous, collectivités, de s'en saisir pour développer également nos villes. Merci. Madame Kronkovic, je disais que vous étiez présidente de West Park. West Park qui a par ailleurs d'autres projets d'extension, d'après ce que j'ai lu récemment dans la presse. Hein. Tout à fait. On a des compromis de signer sur des gros bâtiments logistiques. Et vous l'avez vu, nous sommes en train de travailler sur la 7e tranche de viabilisation pour accueillir encore d'autres entreprises. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Voilà, merci. Alors, je me suis dit un petit mot. D'abord, j'ai pas longtemps et je suis bavarde, donc ça va être compliqué. Mais l'usine, il n'y a pas besoin d'en faire l'éloge parce qu'il suffit de la visiter pour voir. Voilà, on a tout compris. Moi, je voulais parler un peu de Sylvie parce que ça me semblait important. Ça fait pratiquement 30 ans qu'on travaille toutes les deux, donc je voulais marquer le coup avec ça.
Tu m'as dit tout à l'heure merci d'être là, mais bien entendu que je tenais à être là. Enfin, c'est pas possible que je ne sois pas là aujourd'hui, parce que c'est l'occasion de rappeler tous les engagements, les combats qu'on a menés ensemble. Alors toi encore bien plus que moi, mais on en a mené quelques-uns ensemble. Tu as su les porter, tu as su. Moi, je me rappelle la première chose, par exemple, quand on a construit l'usine, cette poutre de 40 mètres, on l'a mêlée collée, c'était un truc extraordinaire. Elle avait déjà des vraies visions d'avenir, parce que maintenant c'est devenu quelque chose de courant. Sylvie, quand tu as voulu implanter Posson à Loailles, tu m'as invité en tant que maire de Loailles au Grand Hôtel de Solesmes, je salue d'ailleurs sa gérante qui est ici, pour me présenter les architectes, et nous avons choisi ensemble cette usine. Et ça, je n'imaginais pas que ça puisse arriver un jour, et je crois que c'est tout à fait rare que ça arrive. Donc merci de ça, d'avoir fait. Et ça a marqué, je crois, la confiance qui nous lie et qui ne s'est pas démentie depuis ces 30 années ou à peu près. L'usine que tu as choisie était pour moi, qui était présider ce parc, la plus belle carte de visite que j'ai à donner. J'étais tellement fière en disant Westpark, vous savez pas où c'est? Vous savez, la belle usine avec des vagues, là, tellement féminine, tellement belle. Et là, tout le monde, voilà, c'était vraiment une fierté. Et c'était notre carte de visite. Elle l'est encore d'ailleurs. Hein, c'est encore une carte de visite importante. Nous nous sommes régulièrement retrouvés au fil des années parce qu'on avait un peu les mêmes façons de vivre, on attachait toutes les deux la même importance au bien-être de nos agents, au bien-être au travail. Et puis, dans cet engouement environnemental que tu avais, moi tu me l'as communiqué, j'ai été la première commune du secteur en zéro phyto, enfin on était très proches de tout ça. Tu es un modèle de femme entreprenante, Sylvie. Tu es infatigable, un chef d'entreprise qui a toujours été cash avec ses partenaires et avec ses employés, et puis avec voilà, l'élu que j'ai été. En tout cas, pour moi, c'était quelque chose d'important. Je suis vice-présidente d'un département qui se veut durable et innovant, et c'est bien ce que tu as su insuffler à l'entreprise Posson et à notre territoire. L'anniversaire d'une entreprise, c'est pas seulement une étape importante dans l'envie de l'entreprise, c'est aussi le moment de parler d'émotions. Enfin, pour moi, tu le vois bien, elles sont là. Tu as su fixer les standards emblématiques de ton éthique, ta façon de voir le travail, d'avancer. Et ton dévouement pour l'entreprise est remarquable. Je te remercie pour tout ça, mais pour tout ce qui est à venir, parce que tu m'as bien expliqué tout à l'heure que tu es la première entreprise française à participer à l'Alliance, cette vitrine du futur. Et puisque tout à l'heure on était dans l'international, dans l'anglais, je dirais que grâce à toi et Sylvie, grâce à cette entreprise, notre territoire a été upgradé. Et merci. Bravo. Merci Madame Kronkovic. Dominique Lemener, président du conseil départemental, était avec nous il y a quelques instants, mais il n'a pas pu rester, et il vous a chargé de le représenter. Tout à fait. Donc, je vous prie d'excuser l'absence de Dominique. Moi, je le remercie d'être absent, parce que finalement, ça me permet de faire quelques mots et de fêter les 80 ans de Madame Posson. Ah non, elle ne les fait pas, voyons. Alors, pourquoi Madame Posson? Parce que sur notre territoire, Sylvie est très connue, bien sûr, et c'est Madame Posson. Son dynamisme, comme disait Martine, mais Martine a très bien parlé, et je ne reprendrai pas ces mots. Mais elle représente quelque chose de précieux pour nous et pour le département. Elle représente les chefs d'entreprise qui ont une vision, et cette vision, on aimerait, nous élus, la voir aussi de temps en temps et collaborer plus avec vous. Mais je sais qu'avec Sylvie, il est facile d'échanger. C'est un modèle de chef d'entreprise, c'est aussi un modèle de femme. Et pour nous, beaucoup de freins disparaissent. Alors être ici, bien sûr, pour le représentant d'un département, c'est de la fierté, de l'émotion. Un grand merci. Parce que souvent, on ne sait pas ce qui se passe derrière les murs des entreprises. C'est assez caché. Ici, il n'y a pas de mur, il n'y a que des fenêtres. Donc déjà, dans le symbole, c'est très fort. Et puis, cette visite en est vraiment le point d'orgue, puisqu'il est offert à tout le monde cette possibilité de comprendre, de voir ce qu'est une entreprise performante. À l'image du bateau qui est là, on est sur un magnifique bateau ici, un bateau de course, une Formule 1. Et cette Formule 1 le restera, parce qu'il y a non seulement cette ambition d'aller de l'avant d'un point de vue technique, mais d'être en même temps dans une bienveillance humaine qui met les qualités de l'homme et de femme en avant. Et
alors je ne parle pas de l'environnement, parce que l'environnement, c'est un énorme sujet aussi qui est porté ici, mais ce que j'ai toujours retenu dans nos rencontres, c'est le respect de l'individu. Et je pense que chacun ici, membre de cette magnifique entreprise, est fier de l'être et se sent bien grâce à toi, Sylvie. Merci, Daniel Chevalier, pour ces quelques mots. Christelle Morancet, présidente de la région des Pays de la Loire, ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'est Jean-Luc Catanzaro qui la remplace. Jean-Luc Catanzaro, que j'ai vu réagir à l'entreprise à mission que nous annonçait il y a un instant Sylvie Cazeneuve-Perret. Oui, bon, d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année. On a encore le temps. Alors bien sûr, réussite, bonheur, joie. J'aurais juste rajouté peut-être 2 mots qui sont d'abord collectif, tu le représentes tellement. Solidarité, je sais que tu y es très attaché. Alors je prétends pas que la solidarité va tout régler, mais j'ai quand même la conviction que si on n'est pas un peu solidaire, les périodes quand même compliquées que l'on a traversées et que l'on traverse encore seront plus faciles si on est solidaire que si on ne l'est pas. Et puis je rajouterai un dernier mot, peut-être c'est optimisme. Et tu l'incarnes tellement. Femme de combat, dans le bon sens du terme. On est dans une... D'abord, bon anniversaire, quand même. Peut-être qu'on peut tous le chanter en même temps, mais bon anniversaire. Une histoire d'entreprise de territoire, comme on les aime, entreprise patrimoniale, entreprise familiale. Tu ouvres ton capital, mais tu n'ouvres pas que ton capital, tu ouvres aussi ton cœur, tu ouvres plein de choses. Peut-être un mot par rapport à la présidente que je représente. Vous savez, Christelle Morancet est très attachée à l'industrie. Juste une information quand même, un chiffre. L'industrie en France, c'est à peu près 9% des emplois. En Pays de la Loire, c'est 14%. On est une industrie très forte. Je vois un coq bleu et un coq vert à l'entrée de l'usine. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous, en Pays de la Loire, l'industrie. Et tu la représentes tellement bien. Je voudrais juste conclure, peut-être pas avec 2 mots, mais avec 2 lettres. D'abord, la lettre, c'est R. RSE. Et le R, responsabilité, ça te va tellement bien. Et tu parlais d'entreprise à mission, effectivement, Pascal, vous avez raison. L'entreprise à mission, c'est pas un simple engagement, c'est pas un peu de couleur, un peu de peinture, vert ou bleu pour faire bien. Une entreprise à mission, ça va au-delà de la raison d'être que tu as su mettre en place avec toutes tes équipes. C'est une entreprise à mission, c'est un engagement dans les statuts, c'est un engagement sur les objectifs et sur la raison d'être avec un comité de suivi extérieur qui va vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Et si jamais c'est pas bien et que c'est pas respecté, c'est écrit sur le site. Donc c'est totalement transparent vis-à-vis de la population. C'est un engagement pour laisser des traces positives sur la planète et sur ce que l'on fait. Prendre soin des gens, prendre soin des salariés, prendre soin des clients, prendre soin de l'environnement. L'engagement de l'entreprise à mission va bien au-delà de simplement les bonnes pratiques. Voilà, je tenais à le préciser parce que c'est pas rien. Et puis la dernière lettre, c'est R aussi, parce que dans la vie, on fait plein de rencontres avec un S, et dans la vie, on fait aussi certaines rencontres où il n'y a pas d'S, avec un grand R. Et moi, j'ai eu le plaisir de te rencontrer, c'est pas si vieux que ça. Et franchement, voilà, j'en dis pas plus. Merci Sylvie, merci à toutes tes équipes pour l'accueil et cette magnifique journée. Bon anniversaire à Poisson. Madame, messieurs, merci. Je vous invite à rejoindre la salle. Merci pour ces interventions. Je vais inviter Madame la Présidente, Sylvie Cazeneuve-Perret, à me rejoindre pour la dernière partie de cette cérémonie. Alors, un mot de réaction d'abord à ce que vous venez d'entendre. Oui, d'abord j'étais émue par tout ce que vous avez pu partager, de ce que vous pensez, de ce que nous vivons depuis effectivement bientôt 30 ans ensemble sur ce territoire qui m'attache à la Sarthe. Et ça m'a beaucoup émue. Merci beaucoup. Je voulais surtout dire que ce n'est pas moi qui compte, en fait. J'ai des équipes, j'ai des gens absolument formidables avec moi. C'est eux qui me font. Et c'est une interaction constante entre eux et moi. J'aime les gens avec qui je travaille profondément. Ils sont ma famille professionnelle. Et c'est ce qui me donne l'énergie du cœur, qui me permettent d'aller toujours plus avant et de continuer à développer des projets. Et juste un dernier mot, parce que Martine, on a pris un engagement récemment toutes les deux,
Philippe Morancet, tu es au courant de cet engagement-là, puisqu'on construit notre plateforme, on étend l'usine de 6 000 m², mais dans le même temps, on engage avec la collectivité un chantier de renaturation pour neutraliser un petit peu le béton qu'on va encore construire là et déverser, et donc pour avoir bien conscience que notre terre, elle a besoin des arbres et de la renaturation. Et d'ailleurs, je crois qu'est présent aujourd'hui quelqu'un de l'Office national des forêts que j'ai rencontré à Nantes sur ces chantiers renaturation au sein du collectif des héros dont je fais partie du conseil d'administration depuis quelques années maintenant. Donc voilà, c'est un grand projet collectif qu'on va mener ensemble. Alors, pour conclure cette cérémonie, quelques petites précisions peut-être sur les invitations que vous avez faites, notamment à un artiste. Alors vous avez cité Michel Audiard tout à l'heure. J'ai cru que c'était une plaisanterie, parce que Michel Audiard, c'est quand même un homonyme de quelqu'un qu'on a beaucoup apprécié par ailleurs. Un artiste qui s'appelle Squack. Alors, ça c'est une rencontre aussi, Squack, que je dois d'abord à un homme formidable, que je vais citer. Je le vois opiner du chef, il sait que c'est de lui qu'on parle. C'est mon mari, Philippe, qui s'est lancé dans un grand projet de course au large et qui est l'armateur d'un bateau pour lequel une voile a été dessinée par ce grand artiste de street art. Alors, sachez que moi, personnellement, le street art, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Quand je vais dans une ville ou que ce soit, je prends en photo les tags partout où je vais. J'adore ça. J'adore les œuvres murales. J'adore que les artistes s'approprient l'espace urbain pour le rendre plus joyeux, plus joli, plus coloré, plus dense, plus communicant. Et donc, ce travail de cet artiste, Squack, m'a touchée. Et donc, l'entreprise que dirige mon mari, Le Galet, a accepté que Squack crée pour nous ce symbole que vous voyez un petit peu partout aujourd'hui pour les 80 ans de l'entreprise et qui fait la une de couverture de notre 8e rapport RSE. Alors, Squack, merci. Je ne sais pas si Squack est là. Et cette œuvre en temps réel que vous avez pu voir, qu'il consacre à notre entreprise, eh bien, je le remercie beaucoup. Merci de l'applaudir. Voilà, merci. Alors nous avons juste, Pascal, parlé de cap à tenir, de vent contraire, d'équipage, d'ambition, de projet. Et ça fait peut-être le lien avec ce qui va venir. Bah oui, d'autant plus que Squack fait le lien aussi directement, puisque la belle voile que vous voyez sur ce voilier, c'est lui qui l'a faite. Et le skipper du voilier, il s'appelle Pierre Cazenave-Perret. Et il a vécu une aventure incroyable avec Paul Gaucher. Et c'est ce qu'on va vous proposer de découvrir dans un instant. Vous allez voir, il y a des péripéties, il y a des choses étonnantes. Et puis surtout, une maturité, une envie, enfin plein de choses à dire. Il faudra bien écouter ce que vont vous raconter les deux invités que je vous demande d'applaudir très, très, très fort parce qu'ils le méritent. Allons-y. Pierre Cazenave-Perret et Paul Gaucher. Ne sont-ils pas magnifiques? Une aventure humaine avant tout, c'est ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui avec ces deux garçons qui se sont rencontrés d'une manière originale et vous allez comprendre pourquoi. D'un seul coup, ça a fait tilt. Paul, c'est à vous de nous raconter. C'était il y a 4 ans, en 2019. Ouais, bonjour à tous. Tout à fait, c'était en 2019 sur la première course de la saison en Mini 650. Et je ne connaissais pas Pierre, il ne me connaissait pas. Il est venu me voir et il m'a demandé si j'avais un déshumidificateur d'air. J'en avais un parce qu'on met ça dans les bateaux après les courses pour les assécher un peu. Je me suis dit, je vais prêter un truc qui va encore jamais revenir, sans que je demande. Et il me l'a rapporté sans que je demande. Et donc je me suis dit, c'est forcément quelqu'un de bien. Et c'est comme ça qu'on a après commencé à discuter. Vous avez même dit, cet homme est un saint. Ouais, Saint-Pierre, évidemment. Non, je ne suis pas un saint, j'ai juste été très bien élevé par ma maman. Évidemment, aussi. Bel hommage. Le plus important probablement de la journée.
Alors Pierre, racontez-nous, j'allais dire qu'est-ce qui s'est passé avant. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure en 2019? Alors c'était la Mini 50, hein, c'est ça? Alors ça, le Mini 50. Le Mini 650, c'est un bateau de 6,50 m, un bateau à voile. Donc 6,50 m, c'est pas très grand. Hein, c'est la distance entre deux poteaux là. Donc l'idée, c'est de traverser l'océan sur une course qui s'appelle la Mini Transat. On traverse l'océan Atlantique sur un bateau qui fait cette taille, tout seul. Donc c'est une course en solitaire. Et évidemment, dans une saison, il y a plusieurs courses qui nous permettent de nous préparer à cette transatlantique, de déguiser nos sens, de découvrir un petit peu le large avant de s'engager dans cette aventure. Enfin, la particularité quand même, c'est que vous étiez étudiant et que vous avez décidé carrément de prendre une année de césure, c'est ça, pour le faire? Exactement. Moi, je faisais un diplôme d'ingénieur à l'étranger qui me plaisait beaucoup, mais j'ai eu l'opportunité de me lancer dans l'aventure, de prendre une année de césure en 2019 pour tenter de me qualifier et de courir cette Mini Transat. Et puis, ça s'est plutôt bien passé, donc mission réussie. Alors, Paul, de son côté, lui aussi, était donc engagé dans cet ensemble de courses-là. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour vous? Vous étiez plus jeune, hein? Vous étiez très jeune même. Hein? J'avais 16 ans au tout début. Donc oui, c'est plutôt jeune. L'idée pour moi, c'était d'avoir un premier bateau, donc en 2019, quand on s'est rencontré avec Pierre, pour me former, pour faire mes armes, parce que mon rêve, c'était de devenir, ou en tout cas d'essayer d'être coureur au large. Donc il n'y avait pas d'objectif de Mini Transat en 2019, à contrario de Pierre, mais simplement de progresser d'un point de vue technique et sur la navigation en solitaire. Et alors, d'une manière un peu naturelle, vous avez eu le sentiment de former un binôme. Expliquez-moi pourquoi un binôme de gens complémentaires. Exactement. Alors moi, j'avais envie vraiment de faire cette transatlantique. J'avais pas vraiment le bagage technique au point de vue préparation du bateau. Et avoir rencontré Paul, qui avait travaillé dans des chantiers, qui avait beaucoup travaillé sur des bateaux, ça me permettait un petit peu d'apprendre avec lui. Et du coup, on s'est très très vite liés d'amitié. C'était pas trop intéressé, c'est aussi parce qu'on s'apprécie humainement. Mais c'était vraiment pour moi, ça me permettait de découvrir tout ce monde-là et de bien préparer mon bateau pour la course. Oui, et pour moi, c'était aussi l'occasion étant donné que j'avais une année un peu plus légère que Pierre, parce que je faisais pas la Mini Transat, de pouvoir voir un peu au travers de Pierre la préparation de la Mini Transat pour mieux l'anticiper en 2021. Et alors donc, arrive 2020. 2020, vous reprenez les études, c'est ça? Ouais, moi je repars à l'étranger terminer mes études. Ouais. C'est pas évident de faire des choses en parallèle quand on poursuit ses études. C'est sûr, je pouvais pas continuer à faire de course au large, même si j'avais beaucoup apprécié mon projet Mini Transat. Donc je suis allé sagement terminer mon diplôme, que j'aimais beaucoup aussi, avant de plus tard revenir dans la course au large. Bon, de votre côté, Paul, vous changez de bateau? Oui, après avoir navigué du coup 1 an et demi sur le 616, j'ai décidé de proposer à mes sponsors de partir sur un projet un peu plus performance. Après la découverte, je me suis dit que ça coulait de source. Donc on a acquis un nouveau bateau que vous voyez là à l'image, un prototype. Et l'idée, c'était donc de monter dans les classements avec un bateau plus complexe et de continuer à apprendre à faire la course. Bon, jusqu'à présent, rien que du très normal, nous sommes d'accord. Et attention, l'aventure commence. Donc là, vous participez à des courses. On est d'accord? Oui, toutes les courses enfin en tout cas toutes les courses, ça s'est vite arrêté, vous allez comprendre pourquoi, mais c'était donc après le Covid, il y a eu les Sables et Açores. Sur la deuxième étape, mon mât est tombé, comme sur la première photo. Là, c'est une photo qui a été prise par les sauveteurs. Et là, ça a commencé à se corser. Beaucoup d'imprévus se mettaient en travers de mon chemin. Mais grâce à une équipe assez incroyable, il faut savoir que quand j'ai dématé, j'avais pas de communication. J'ai été récupéré du coup par la SNSM. Oui, parce que la communication était interdite à l'époque dans ce type de course, on est d'accord, hein? Ça l'est toujours. On n'a pas le droit de communiquer avec la Terre en mini, à part pour les secours. Donc là, vous avez le mât qui tombe, et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se dit que ça va aller déjà beaucoup moins vite. Surtout qu'il n'y a pas de moteur, donc... non, mais il faut rester calme et organiser la chaîne autour de soi qui va faire qu'on va se faire récupérer. Ça a été le cas, les sauveteurs sont arrivés, il s'est ensuite suivi 8 heures de remorquage où je me demandais qu'est-ce qui allait bien pouvoir se passer à terre. Est-ce que j'allais arriver
à Camaret au fond du goulet de Brest tout seul à 4h du matin, ou est-ce que j'aurai des gens formidables pour m'accueillir et qui seraient déjà en train de mettre en place une solution pour que je puisse repartir tout de suite? Comme par hasard, un Saint-Pierre était là, donc. Hein, c'est ça? Donc ça, c'est le poste que vous avez envoyé pour essayer de trouver des gens pour vous aider, c'est ça? Alors exactement, Saint-Pierre, non pas Saint-Bernard, mais on était quand même là pour le sauvetage. Donc derrière nos téléphones, on a essayé d'apporter tout un soutien logistique à Paul sans pouvoir être en contact avec lui. Donc on a monté un petit peu une équipe. Et on s'est chargé de trouver un véhicule avec un attelage pour aller chercher sa remorque, trouver un mât à démonter sur un autre bateau, des voiles qui pourraient correspondre aux siens, pour essayer de donner tous les outils possibles à Paul avant qu'il touche terre, pour qu'il puisse repartir en course. Alors là, on fait jouer tous les réseaux, on met le meilleur de soi-même, on y passe des heures, des nuits, enfin je sais pas comment ça se passe. Là, on appelle une personne qui connaît quelqu'un, qui a un bateau, mais c'est peut-être pas le bon, donc on passe pas mal de temps à faire un petit peu de recherche. On passe pas mal de temps sur la route, forcément, à déplacer des choses, ramener des remorques, traverser un petit peu la France dans des véhicules de location. Combien de temps avant qu'il arrive à quai? C'était assez... Combien de temps t'as mis? C'est plutôt Paul qui sait. Le remorquage? Ouais. Ouais, en fait, j'ai dématé vers 18h au large de la Bretagne et je suis arrivé à Camaret avec la SNSM à 4h du matin, je me souviens plus Et là, trop, ils étaient là avec la solution? Il y avait le collègue de Pierre, ils étaient deux à vraiment leader cette mission de réparation de mon bateau, qui était là avec un camion, avec un matelas dedans pour pas que je dorme dans mon bateau qui était plein d'eau. C'est mieux que rien. Et ça m'a vraiment réchauffé le cœur de voir un ami à 4h du matin. Bon. Donc vous réparez? Vous repartez? Alors on répare. On repart pas pour différentes raisons, parce que problème d'assurance, parce que beaucoup de vent sur l'étape d'après. Mais j'ai eu une équipe de 10 personnes qui a travaillé sans que moi je fasse absolument rien, le tout dirigé par Pierre et par un certain Loris, qui ont remis le bateau en tout cas quasiment à l'identique et en état de naviguer. Bon, et puis après, il faut reconstruire et avancer. C'est ce qui est écrit là. Les vertus de l'échec lorsque le sort s'acharne. Vous y allez, vous repartez pour une série de courses sur 2021. Ça se passe pas tout à fait comme vous l'auriez imaginé, peut-être. Non, encore une fois, c'était un projet sur lequel j'ai beaucoup appris, ça c'est certain, où j'ai pas forcément pris le plaisir que je m'attendais à prendre en mer, parce que j'ai passé plus de temps dans des hangars à gérer des problèmes qu'en mer. Mais on a quand même réussi, après ce dématage, après un énorme chantier d'hiver, à repartir en mer sur la saison 2021. C'était l'objectif. On a fait une première course en double qui s'est très très bien passée. Une deuxième course où il y a un morceau de la quille qui tient la quille qui a cassé. Donc j'avais la quille qui bougeait sous le bateau. Il a fallu faire usiner des pièces. C'est arrivé en retard. Enfin, tout plein d'histoires comme ça qui se sont enchaînées. Donc au moment où on croit qu'on sort la tête de l'eau, en fait, tout de suite, c'était à nouveau plouf. Mais on apprend, on se relève, on apprend, et puis arrive un moment où le temps passe et il y a une notion de qualification à la Mini Transat. Et là, on se rend compte qu'on est à 2 semaines de la qualification de la Mini Transat, que techniquement, je pourrais repartir en mer, mais que je crois aussi que des fois, il faut savoir reconnaître son échec. J'étais épuisé, moralement et physiquement, et je me sentais pas de partir après tout ce qui s'était passé. J'avais une perte de confiance en moi et en le bateau. Donc j'ai décidé d'arrêter à 1 semaine de la fin des qualifs possibles. Bon, en tout cas, pour vous, c'est une belle expérience au bout du compte, puisque vous avez le sentiment d'avoir appris beaucoup de choses. Je pense, avec du recul, qu'on apprend autant de l'échec que de la réussite. Et que déjà avoir le luxe d'échouer, ça veut dire qu'on a pris la peine d'essayer. Donc ça, faut quand même essayer de le valoriser. Et moi, enfin oui, vraiment, je regrette rien. Et je pense qu'on ne parle pas assez de l'échec entre Français de manière générale, je pense. Et puis peut-être en entreprise, je ne sais pas encore. Mais ça forge vraiment des gens, de se tromper et de se planter. Mais l'aventure n'est pas terminée pour autant, puisque Pierre est quand même pas loin. Et Pierre, de son côté, lui, en 2021, il se lance dans autre chose. Là, le pas est important. On double la dimension du bateau, c'est ça? On passe en classe 40? Exactement. Classe 40, un bateau 2 fois plus long que le Mini. Un peu plus de 12 mètres, 40 pieds, d'où le nom. Sponsorisé par une magnifique entreprise, Le Galet, l'entreprise de mon papa. Donc vous avez compris que dans la famille, les boîtes familiales, c'est vraiment... on le pense.
Et voilà, l'idée c'était de lancer cette entreprise dans la course au large en faisant la saison classe 40 2021. Alors c'est un petit peu comme en mini, il y a plusieurs courses qui se suivent avec une grande course à la fin de l'année. En l'occurrence, c'était la Transat Jacques Vabre en 2021. Et 2021, une année en double, donc 2 personnes sur le bateau. Ça veut dire qu'il faut monter une équipe. Ça commence à être un gros bateau, donc non seulement il faut un co-skipper, mais il faut aussi une personne qui s'occupe de la préparation technique du bateau, qui bichonne notre monture. Et du coup, il faut savoir bien s'entourer pour réussir. Moi, j'avais fait cette année de mini qui avait été très très enrichissante, mais j'avais pas plus d'expérience que ça dans la course au large. Donc il a fallu trouver un co-skipper qui me permettait de grandir vite et d'apprendre vite ce nouveau support et cette nouvelle taille de bateau. Et une préparatrice technique qui connaissait déjà la classe 40 pour justement nous mettre le pied à l'étrier rapidement afin qu'on puisse commencer à faire des courses. Alors qui était le coéquipier ? Kevin Bloch. Kevin Bloch. Beau résultat à la Transat Jacques Vabre. Alors effectivement, du coup, on a essayé de mettre vraiment toutes les chances de notre côté, de récupérer un bateau qui était suffisamment récent et qui n'avait pas trop eu de problème pour ne pas avoir de problème de fiabilité, de bien s'entourer au niveau de l'équipe, de choisir les bons prestataires pour pouvoir terminer toutes nos courses. Et ça a payé, on a plutôt bien terminé. On termine 8e, ce qui était assez sur la Transat Jacques Vabre, ce qui était assez inimaginable pour nous. Donc on était très très contents du résultat à la fin. Mais pas assez parce qu'il fallait aller plus loin et plus fort. Une Transat en solitaire, super aventure, vidéo. Quand on voit des vieux loups de mer qui participent à des routes du Rhum, on se dit que bon, bah voilà, hein, c'est l'aboutissement d'un travail incroyable qui a été fait pendant de nombreuses années. Là, on a un jeune loup de mer qui a l'air de s'éclater en plus. C'est vraiment particulièrement impressionnant. Pour arriver à ça, vous avez fait une année 2022 avec plein de courses. Et puis, vous avez retrouvé Paul qui était indispensable en fait. Exactement. Alors, cette année 2022, c'était vraiment une année axée sur la prise en main du bateau en solitaire pour justement faire cette route du Rhum dans les meilleures conditions possibles. Et donc moi, évidemment, j'avais à cœur de bien m'entourer, de pouvoir avoir quelqu'un qui m'épaule, en qui j'ai complètement confiance et qui prenne soin du bateau avec moi pour finir les courses, pas avoir de problème. Sauf que le bateau, il faut qu'il soit impeccable. Exactement. Et c'est là où il est intervenu. Et c'est là où Paul intervient. Alors Paul ? Effectivement, j'ai rejoint le projet de Pierre et Le Gallet, du coup, il y a un peu plus d'un an, jour pour jour. C'était en fait, pour moi, je me suis dit, on va faire comme en 2019, en mieux. Voilà. Donc j'étais évidemment impatient d'y aller. Et donc on a dû préparer tout un chantier d'hiver déjà pour commencer. Une découpe et des modifications du bateau, comme vous voyez sur les photos. C'est le nez que vous avez refait, c'est ça, hein ? Ouais, on a coupé le nez, c'est la photo en bas à droite, là. Et ensuite, on a fait une nouvelle étrave pour avoir un bateau plus performant, donc c'était quand même un gros chantier.
Ensuite, il y avait tout l'aspect révision et entretien général du matériel et de toutes les pièces qu'il y a sur un bateau de course. Et puis de gérer les différents intervenants en électronique, en voilerie, en gréement, enfin tout vraiment l'aspect technique du bateau, quoi. Tenir un calendrier, ça veut dire gérer aussi des priorités, j'imagine? Bah oui, il faut prioriser. D'abord, on fait ce qu'on a priorisé sur la job list. Ensuite, si on a le luxe d'être en avance, on fait des trucs qu'on n'avait pas prévus, mais qui sont toujours bien à faire, et ça, il y en a toujours. Et puis ensuite, par exemple, ce chantier d'hiver, on a réussi à finir un tout petit peu en avance, ce qui était bien, parce que l'objectif, c'était d'être à l'eau à minima à l'heure, pour que Pierre puisse s'entraîner pour faire la première course en solitaire en classe 40. C'était impensable d'aller sur la première course de la saison, qui était la 1000 milles des Sables, sans entraînement. Donc là, c'était très important de maîtriser le calendrier, que ce ne soit pas lui qui nous maîtrise, quoi. Et en parallèle, vous, professionnellement, vous en étiez où? Alors moi, j'avais terminé mes études. Mon diplôme en poche, j'ai décidé d'aller refaire du bateau. Donc continuer un petit peu cette parenthèse voile. Donc j'avais terminé avant la saison 2021. Et j'avais du coup passé toute cette saison 2021 sur le bateau. Donc c'était vraiment la continuité de la saison avec l'envie de faire du solitaire. Et on a du coup mené ce chantier. Alors comme Paul le dit, c'est beaucoup de préparation. Donc c'est vraiment un petit peu l'hiver, c'est presque la période la plus importante, ce qui est un petit peu paradoxal parce que le bateau ne navigue pas. Donc gérer ce chantier, moi de mon côté m'entraîner physiquement, faire de la météo pour apprendre comment mon logiciel fonctionne et être capable d'être complètement autonome à bord. Alors le Graal, donc c'est la route du Rhum, c'est à la fin de la saison, hein. Ça se passe en novembre, c'est ce dont on va parler. Et évidemment, ça ne s'est pas passé non plus tout à fait comme ça aurait pu se passer. Cette route du Rhum qui a démarré le 9 novembre, alors déjà avec 3 jours de retard, c'est ça, hein? C'est ça exactement, à cause des conditions météo qui étaient impraticables pour nous. On est dans quel état? Bon, on a compris que vous avez mis 4 ans pour vous préparer, parce que je pense que dans votre tête, vous saviez dès le départ où vous alliez. Psychologiquement, à Saint-Malo, là, vous avez la famille qui est autour de vous, vous avez des supporters, vous avez des gens qui sont là pour vous accompagner, vous aider? Bien sûr, il y a la famille qui est présente, il y a aussi les concurrents. On se lie d'amitié avec les concurrents parce que naturellement, on passe toute notre saison avec eux. Et puis, il y a évidemment un petit peu d'appréhension, le grand départ, partir sur un bateau comme ça, traverser l'Atlantique avec des conditions météo qui sont toujours un petit peu compliquées sur la première semaine. Donc forcément un petit peu de peur. Après, on regarde un petit peu en arrière et on se dit, j'ai quand même essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour préparer au mieux ce projet, pour préparer au mieux cette transatlantique. J'ai navigué seul, je connais mon bateau, c'est un très bon bateau fiable, donc il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Alors, ce qui m'a amusé quand vous m'avez raconté la première fois, c'est votre départ, la sensation que vous avez eue. Racontez-nous ça. Alors, vous l'avez peut-être vu dans le film, on part de Saint-Malo sur cette route du Rhum avec destination la Guadeloupe. Saint-Malo, c'est des bassins où il y a une écluse, donc on a vraiment le sentiment de rentrer dans l'arène. Il y a tous les bateaux qui rentrent dans l'écluse. On est très nombreux, l'eau bouge, on a très peur d'abîmer le bateau le matin du départ de la course. Et puis là, la porte d'entrée, de sortie plutôt, s'ouvre vers l'océan et puis on part et on est... 138 bateaux se lancent. Ouais, exactement, 138 bateaux. Ça fait beaucoup de concurrents sur l'eau. 138 bateaux au total, 55 en classe 40, donc 55 concurrents dans ma classe de bateau. Donc il faut être aux aguets, il faut faire attention au bateau et c'est un petit peu... Et pas un bruit, intense. Vous me disiez? Alors non, au contraire, très très bruyant. Ah bon, d'accord, j'ai compris le contraire. J'ai compris le contraire, j'étais surpris. Des hélicos, du vent, des bateaux partout, donc il faut essayer de rester concentré sur son objectif et prendre le départ dans les meilleures conditions. Bon, ça s'est pas trop mal passé pendant combien de temps? Ça s'est pas trop mal passé pendant 4-5 jours. Alors bon, le début c'est toujours un petit peu mouvementé, hein. Même les coureurs au large sont sujets au mal de mer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc du mal à s'alimenter, essayer de se forcer à prendre soin de soi, boire de l'eau, dormir, manger, et jusqu'à une petite... Jusqu'au large de l'Espagne, qu'est-ce qui vous arrive? Alors au large de l'Espagne, large, hein, 300 000 des côtes, donc presque 600 km. J'ai un de ces câbles qui tient mon mât, qui se dévisse entièrement. Et du coup, ça veut dire que en quelques minutes, on passe de la course, vraiment, on est bien placé, on surveille où sont les concurrents, on essaie de tout faire pour faire avancer le bateau le plus rapidement possible, à un moment un petit peu
de survie du matériel, en tout cas, où on se dit on veut éviter le suraccident, on ne peut pas abîmer le plus le bateau et on met complètement la course en parenthèse. Et là, à la différence de ce qu'on racontait tout à l'heure pour les courses de mini-transat, vous avez évidemment des contacts avec la Terre, donc vous appelez immédiatement votre coach, c'est ça, pour savoir quoi faire, quoi. Exactement. Alors, les classes 40 sont des bateaux qui sont très très bien connectés. On a du satellite, on a tout plein de choses qui nous permettent d'appeler la Terre. Donc j'appelle Paul pour le prévenir, lui dire que j'ai un gros problème. Et soit je le solutionne seul en mer, ce qui semble être compliqué pour ce genre de problème, soit je dois faire route vers le Portugal ou l'Espagne. Et puis j'appelle mon coach pour savoir comment je fais pour sécuriser mon mât, pour pas que je démate, ce qui voudrait dire la fin de la course. Et lui demander un petit peu quoi faire. Et c'est là où ça devient franchement intéressant. Écoutez bien la suite. Il faut que vous rapprochiez le micro un peu. La suite, ça démarre là. Combien de temps? Alors, vous décidez de vous dérouter vers la Corogne, hein, c'est ça? C'est ça. Combien de temps pour aller à la Corogne? 36 heures. 36 heures avec une petite tempête qui me passe dessus pour rajouter un petit peu de stress. Ok. Là, vous savez qu'on va pouvoir réparer, a priori. Non. Je sais pas. Je sais qu'on va s'arrêter. Je sais pas combien de temps on va s'arrêter. Et j'espère qu'on va pouvoir repartir le plus vite possible. et alors, le plus vite possible, c'est quasiment un ravitaillement de Formule 1 que vous faites. Il y a un minimum, hein, quand on s'arrête, quand un bateau déroute et s'arrête, c'est combien de temps? La règle, c'est qu'on n'a pas le droit de s'arrêter moins de 4 heures. D'accord. Et vous êtes arrêté combien de temps? 4 heures et 15 minutes. Pas mal, applaudissez-les quand même. Pour réparer et repartir. Exactement, réparer et repartir. Et c'est beaucoup grâce à Paul et mon papa qui est venu aussi, qui ont fait la route depuis Lorient pour venir m'épauler à la Corogne. Bon, comment vous vivez ça, vous, Paul? Alors, déjà, c'était le dimanche, donc... ça tombait mal. Ça tombait très mal. Non, moi, ce que je voulais, par-dessus tout, c'était qu'il reparte. Je crois que je lui faisais confiance pour qu'il emmène le bateau de l'autre côté. Lui, il me faisait confiance pour que je l'aide à emmener le bateau de l'autre côté. Donc, on a pris la route. J'ai essayé de prévoir avec le peu d'informations que j'avais, des pièces, des choses dont on aurait besoin à la Corogne. Finalement, on devait avoir une bonne étoile. Il y avait qu'à revisser. Donc, on a revissé et il est reparti. On en a profité pour reprendre aussi tous les petits trucs à droite à gauche qui étaient... un peu abîmé par le début de course qui était très sollicitant pour le bateau. Et je l'ai vu repartir très motivé. À fond. Hein, on peut le dire? Ouais, on peut le dire. Vous n'avez pas douté une seconde que, de toute façon, vous termineriez d'abord, premièrement, et qu'en plus, vous alliez rattraper 10 bateaux. Vous avez redoublé 10 bateaux, c'est ça? Bon, c'est assez dur comme moment de repartir parce que forcément, mentalement, on était là pour faire la course et faire du résultat et l'objectif change complètement. On passe de essayer d'être bien placé à maintenant il faut finir la course parce que c'est un peu c'est ce qu'on fait, on est là un peu pour ça. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un petit boost de morale pour l'anecdote. Donc on arrive à la Corogne en plein milieu de la nuit. Je repars en plein milieu de la nuit 4 heures plus tard. Et entre-temps, il y a une famille qu'on ne connaissait pas du tout qui est venue sur le ponton en disant qu'ils suivaient la course. Ils avaient vu que je m'arrêtais à la Corogne. Et ils m'apportent, pour que je reparte, un petit sachet fraîcheur avec des fruits et des crêpes. Donc ça m'a rappelé les crêpes de ma maman. C'était pas aussi bonne, rassure-toi. C'était des Bretons? C'était des Bretons qui étaient... évidemment. Forcément. Évidemment. Bon, bref, tout ça pour dire que, d'une part, vous avez terminé, et en plus, j'allais dire une place plus qu'honorable, 26e, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, 26e, je rappelle qu'il y a 55 classes 40, c'est quand même sacrément fort, et je pense que pour ça, on peut l'applaudir très fort. Voilà la route que ça représente au final... avec le petit aller-retour à la Corogne qu'on peut voir. Une petite conclusion peut-être sur cette aventure? Alors on le cite, celui qui attend que tout danger soit écarté ne prendra jamais la mer, signé Éric Tabarly. Je crois que ça veut tout dire et à mon avis ça c'est valable pour des aventures comme on a pu réaliser avec Pierre et pour des aventures entrepreneuriales ou en entreprise. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions, il faut y aller. Et puis au pire on a essayé, au mieux on y arrive, et des fois encore mieux on peut échouer et repartir encore plus fort pour le truc d'après.
Pour vous, la suite de l'aventure, c'est quoi? Parfois, ça arrive aussi de ne pas savoir vraiment où on va après. Et donc la suite de l'aventure, pour l'instant, vous ne savez pas la suite, c'est ça? Ça se met en place. D'accord. Et pour vous, Pierre? Alors moi, ce que je retiens de ces beaux projets, de ces belles années, c'est que même sur des projets en solitaire, on a vraiment besoin des autres. Et qu'en sachant bien s'entourer, eh bien, on va forcément beaucoup plus loin que seul. Et vous disiez avoir terminé vos études, vos projets professionnels. Parce que, alors, ce qui est étonnant avec vous, hein, vous avez décidé de faire 4 ans de voile, et après c'est fini, c'est ça? Alors c'était une magnifique parenthèse, c'est une super passion que je garderai forcément toute ma vie. Après, j'ai envie de voguer vers de nouveaux horizons, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, et d'aller découvrir d'autres choses que ce monde de la course au large. Ouais. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter beaucoup de chance, comme vous le méritez, l'un et l'autre, bien évidemment. Mais avant, vous avez une surprise à nous faire, c'est quoi? Alors, tout à fait. Alors, merci beaucoup déjà pour cet accueil. Mais on va revenir un petit peu au centre du sujet. C'est les 80 ans de cette magnifique entreprise qui est Posson. Et je pense que tout le monde, vous tous ici, vous allez vous joindre à moi pour féliciter l'entreprise, féliciter ses collaborateurs et te féliciter maman. Donc, joyeux anniversaire. Et puis, on peut passer au gâteau. Et le gâteau arrive. Fantastique, vous êtes tous fantastiques. Un mot Bravo. de Sylvie Cazenave-Perret pour terminer. C'est une belle surprise. Je remercie Camille Constantin, qui est notre chef local extraordinaire, qui s'est adapté en moins d'une semaine à nous préparer ce magnifique événement, ce beau déjeuner que vous avez pu goûter. Un grand talent local et une grande volonté. Bravo, on peut l'applaudir, bravo. Bravo à l'équipe du Lab qui s'est adaptée aussi en une semaine pour tenir la technique et nous accompagner sur l'événement. Bravo au Lab. Ah, et évidemment, come on. Et bravo, merci beaucoup. Merci à Pascal Brulon et l'équipe de LMTV d'avoir accompagné l'événement. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Puis merci à tous. On va se quitter. Vous pouvez rester un peu vous faites tout ce que vous voulez. Mais merci pour vos hommages. Et moi, je voudrais que Sylvaine, Laurent, Marine, qui a organisé cet événement, Cécile, Tony, Franck, Francine, bref, l'équipe Posson qui est associée me rejoigne. S'il vous plaît, venez. Allez, on y va. Come on. Voilà. Bravo. Et bonne année à tous. Bonne année 2023.